Kevin Kelly nous dit que Big Brother pourrait être finalement plus sympa qu'on ne le pense. Alors, il a construit un concept qui s'appelle coveillance. Pour Kevin Kelly, la transparence, elle est inéluctable, car la surveillance est inscrite dans le code même de l'Internet et le partage, la divulgation, la transparence, bien sûr, c'est toujours le choix que nous faisons quand nous avons le choix d'être sur le web. C'est en tout cas ce que pense Kevin Kelly. Et ça devient à un autre niveau, pour d'autres gourous, un choix définitif entre vie privée et partage, positif pour le partage, mais qui laisserait supposer que la vie privée est une valeur inutile. Certains gourous vont même prophétiser jusqu'à sa disparition. La coveillance rendra, pour la définir, la société encore plus sociale. Le pistage et la surveillance seront de plus en plus répandus, tout le monde surveillera tout le monde, etc. Et même entre nous, nous nous surveillerons. Ce qui, bien sûr, dans d'autres cas, donne le catopticon catastrophiste de Ganassia, donne ici quelque chose d'assez positif. Donc, ces phénomènes peuvent se transformer en une sorte de coveillance. Surveillance devient coveillance, espère Kevin Kelly. Pour y arriver, il faut permettre aux gens de savoir qui les traque, ce qu'ils traquent, et de leur laisser la possibilité de paramétrer la manière dont on les traque. Ça peut sembler très optimiste, et pas étonnant que tout le monde préfère aujourd'hui à nouveau se cacher. En attendant cette coveillance douteuse, on ne peut plus ignorer la vague du camouflage pixelisé pour un monde .com. Entre voyeurisme numérique et une tendance évidemment ouverte, les parties de cache-cache vont bon train. Le normcore, ça consiste à passer inaperçu. Bonjour le cryptage, bonjour Tor, The Onion Router, faut pas s'y tromper. Le normcore reflète ce désir de disparition à un moment historique précis où c'est devenu presque impossible en raison des big data et de la surveillance massive. Pendant l'occupation du Zuccotti Park de New York, Occupy Wall Street recommandait aux participants de s'habiller en touristes pour ne pas attirer l'attention de la police. Ce qui était utilisé comme un vêtement de camouflage par les indignés est devenu une stratégie permanente. Hier, nous voulions que nos amis sachent où nous sommes. Aujourd'hui, nous voulons qu'ils l'ignorent. L'important n'est pas ce que nous voulons, l'important n'est pas la contradiction de nos pulsions, l'important est qu'il existe une application pour chacune d'entre elles. Les réseaux sociaux encouragent la géolocalisation, Foursquare, Instagram, etc. Une app mobile apparaît qui s'appelle Cloak, qui dit en anglais voile ou caché, et qui est destinée à l'iPhone et qui propose de se servir des coordonnées géographiques pour éviter de croiser des proches dans la rue. Associez Cloak à vos contacts, ils sont marqués, font l'objet d'une notification. Lorsqu'ils entrent dans un rayon préalablement défini, par exemple 1 kilomètre, vous pouvez parfaitement les éviter parce que vous pouvez parfaitement les situer. Maintenant, il y a une conséquence qui nous intéresse et j'emprunte une bonne partie de ce qu'en pense Dana Boyd sur le sujet. Imaginons que le web est une ville avec son centre urbain, social, avec ses activités, trouver un job, faire ses courses, avec ses services. Plus loin, il y a aussi une banlieue, forcément malfamée, avec ses quartiers chauds, ses spyware, ses spams, ses malwares. À côté de ça, il y a aussi des apps qui sont là, qui sont d'apparence de simples hubs supplémentaires, comme Cloak. Essayons de filer cette métaphore et comparons le web aux mégalopoles modernes. Les zones de chalandise que constituent les magasins ou autres boutiques, plus précisément celles d'Apple par exemple. Bon, il y a eu d'abord un web très dense et très anarchique sur une période précédente durant laquelle tout le monde vint s'installer sur le web. Le besoin se fait aujourd'hui sentir apparemment de se retrouver dans son jardin secret. Un web donc de plus en plus abrité, fait de murs anti-promiscuité, reposant sur des paywalls, des invitation-only clubs, des subscription programs, des privacy settings, etc. Donc un web à l'abri pas seulement de virus, de unrequested porn ou de pop-up, mais de tout ce qu'il peut y avoir de hardcore sur le web, de tout ce qui fait sa diversité, un web excentrique qui, évidemment, instamment est en capacité de nous surprendre. Justement pour Dana Boyd, dans l'article White Flight in Networked Publics, qui dissèque ce phénomène dans le cadre des réseaux sociaux, pas de doute, nous serions aujourd'hui les témoins d'une espèce de décentralisation urbaine, bref, d'un équivalent online de ce qu'un Américain connaît sous le nom de White Flight. White Flight, c'est une notion de sociologie américaine qui montre que les populations blanches ont tendance à déserter certaines communautés urbaines à mesure qu'augmentent les populations immigrées minoritaires, et ce pour aller peupler des endroits plus résidentiels qui restent très connectés en termes de transport urbain. Résultat, il se produit donc un inexorable décloisonnement. Les apps ne sont pas tant des nouveaux hubs que des murs payants qui s'élèvent pour accélérer à certains endroits des dynamiques de dispersion et de dégroupage.
Une seule règle donc, ces nouveaux magasins, ces services, ces applications qui se trouvent derrière ces murs payants doivent, pour justifier leur prix, être plus accueillants, agréables, ergonomiques, achalandés que les magasins, services, applications gratuits. Bref, les boutiques contre le bazar, le développement de loin le plus significatif aujourd'hui, c'est qu'une masse immense de gens sont sur le point de quitter entièrement le web ouvert. C'est en tout cas ce que s'apprêtent à faire les 50 ou les plus de 50 millions d'utilisateurs de l'iPhone et de l'iPad. En choisissant des machines qui ne vivent que tant qu'elles sont affublées d'applications et de contenus directement en provenance du magasin d'Apple, les utilisateurs des terminaux mobiles d'Apple s'engagent dans une relation de plus en plus distante et inévitablement antagoniste avec le web. Les contenus gratuits et l'énergie du web ne sont pas incompatibles avec les standards définis par une telle boutique d'applications. Par contre, une boutique qui nous emmène décidément loin des parodies, des pastiches, du trolling négatif ou positif du web, effectivement est en train d'oublier un certain web qui peut nous challenger positivement. L'identité numérique, en fait, elle est moins un dévoilement qu'une projection de soi. Ces nouveaux murs ne s'y intéressent de toute façon plus. Les utilisateurs produisent leur visibilité à travers un jeu de masques sur le web, à travers un jeu de filtres ou de sélection de facettes. Et cette complexité, c'est la mesure de nos identités aujourd'hui. Un peu de latin s'impose ici. Persona signifie deux choses de manière équivalente. À la fois, la personne juridique et son cortège d'obligations et aussi le masque derrière lequel se dissimule l'acteur de théâtre. Dans le monde physique, il y a deux personnes. On n'est jamais complètement transparent, on peut se promener avec son masque en société. Le monde numérique a exactement la même complexité sociale. Il y a l'identité Facebook, si vous voulez, le moi visible de certains réseaux, puis il y a aussi l'avatar ou le pseudo derrière lequel ou avec lequel on communique différemment. Et aujourd'hui, ces deux sociétés cohabitent en distribuant pour chacune pas moins de 4 identités différentes, en millefeuilles qui s'expriment pour chacune quand l'occasion leur est donnée. Pas étonnant donc que la contradiction soit le moteur du digital, elle l'est déjà dans le monde réel, le digital ne fait donc que la dupliquer.